Ok, allez, on décortique tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte qui est, franchement, c'est une véritable onde de choc. C'est le mot, ouais. Ça a été publié anonymement à l'époque, en 1912. Ça s'appelle The Autobiography of an Ex-Colored Man, donc l'autobiographie d'un ex-homme de couleur. C'est écrit par James Weldon Johnson. Tout à fait. Et c'est une œuvre vraiment fascinante. Absolument. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est de suivre le parcours complètement singulier d'un homme qui a la peau si claire qu'il peut, selon le terme consacré, passer pour blanc. Et ça dans une Amérique qui est encore profondément ségrégée. Mhm. Mais au-delà de l'histoire individuelle, ce qu'on a là, c'est une dissection sociologique brillante, quoi. On va parler de la dualité de l'identité, de survie, et puis d'un truc super intéressant, l'évolution de la musique afro-américaine. Ah oui, le passage du ragtime aux spirituels. Exactement. Et pour poser le décor, je trouve qu'il faut vraiment commencer par la toute première image du livre. Elle est frappante. Elle marque les esprits. Ouais. C'est un petit garçon qui reçoit la visite d'un père mystérieux, un homme grand, super élégant, avec des chaussures parfaitement cirées. Et cet homme, il prend une pièce d'or de 10 $, il y perce un trou, avec pas mal d'efforts d'ailleurs, il passe une ficelle à travers et il l'accroche au cou de l'enfant. Et ensuite, il disparaît. Voilà, il disparaît presque totalement de son existence. C'est quand même une fondation hyper mémorable pour construire une vie, non? Complètement. Et cette scène fondatrice, elle établit immédiatement une tension psychologique qui va traverser tout le récit, en fait. Ce qui est captivant ici, c'est la façon dont l'auteur lève le voile sur un concept qu'il nomme la franc-maçonnerie de la race noire de cette époque. Ouais, alors c'est pas une vraie loge maçonnique, bien sûr. Non, bien sûr que non. C'est une métaphore. Une métaphore super puissante pour décrire un réseau invisible, un code de survie, des signes de reconnaissance et une solidarité silencieuse qui sont partagés par un groupe marginalisé. D'accord. Le texte, il nous donne un accès de l'intérieur à cette société secrète forgée par l'oppression. Il met vraiment en lumière la pression sociale écrasante de l'époque. Une pression qui est tellement insupportable qu'elle pousse littéralement certaines personnes au teint clair à effacer leur passé. À franchir la ligne de couleur. C'est ça. Pour exister sans cette chape de plomb constante au-dessus de leur tête. Et c'est d'autant plus tragique que, au début, la notion de race, elle est absolument pas innée pour le narrateur. Ses premiers souvenirs, ils sont baignés dans une innocence totale. Il y a ces images un peu floues de la Géorgie. Une petite maison, des bouteilles en verre coloré qui sont plantées à l'envers dans le jardin pour faire joli. Et puis ce souvenir très net des bains, les fameux bains redoutés dans des cuves en bois, avec un savon rudimentaire qui piquait les yeux. Ça, c'est très universel comme souvenir d'enfance. Ouais, voilà. Et puis vient le déménagement dans le Connecticut, avec sa mère. Elle est décrite comme une femme d'une grande beauté. Une couturière hyper douée qui lui achète un piano carré d'occasion. Et elle lui enseigne la musique? C'est ça, des hymnes anciens, des mélodies du Sud. En fait, il grandit choyé, habillé comme un petit prince, sans avoir la moindre conscience des barrières raciales du monde adulte. Jusqu'au jour où le monde extérieur lui impose sa propre définition. Exactement. Le moment de bascule. Ça se passe à l'école et franchement, c'est raconté avec une précision redoutable. Raconte la scène du directeur. Ouais. Le directeur, il entre dans la classe et il demande à tous les élèves blancs de se lever. Le narrateur, lui, tout naturellement, il se lève avec eux. Mais l'institutrice, et c'est fou parce que c'est celle qu'il traitait toujours avec affection, elle s'approche de lui. Hmm. Et avec une douceur qui cache une fermeté absolue, elle lui ordonne de s'asseoir. Elle lui fait comprendre qu'il devra se lever avec, je cite, « les autres ». Le choc. Total. Et à la sortie des classes, la mécanique de l'exclusion, elle se met en marche direct. Les autres enfants, qui jouaient avec lui la veille, ils commencent à utiliser des mots racistes pour le stigmatiser. Cette séquence, elle illustre vraiment le point de rupture psychologique de l'enfant. L'auteur s'attarde sur la réaction du jeune garçon. Il est complètement déboussolé. Il court chez lui et il se précipite vers un miroir. Ouais, la fameuse scène du miroir. Voilà. Il s'observe avec un œil critique pour la toute première fois de sa vie. Il scrute ce qu'il décrit comme la blancheur d'ivoire de sa peau, la texture douce de ses cheveux noirs. Et il finit par aller voir sa mère, il enfouit son visage dans ses genoux et lui pose la question inévitable. Suis-je en nègre? Et la réponse de la mère, c'est presque une esquive, non? Complètement. Elle fond en larmes et elle lui dit qu'il n'en est pas un, mais que son père appartient au meilleur sang du Sud. Oui, c'est une esquive qui naît de la douleur. Ce passage, il résonne profondément avec un concept sociologique majeur de l'époque, la double conscience, théorisée par des penseurs comme W.E.B. Du Bois. D'accord, la double conscience. C'est cet instant précis, dévastateur, où une personne réalise qu'elle ne peut plus simplement naviguer dans le monde comme un être humain universel. Son identité vient d'être fracturée.
Elle se voit à travers les yeux des autres. Exactement. Désormais, chaque interaction, chaque regard sera filtré par le prisme de sa couleur de peau. C'est l'imposition brutale d'une double personnalité, juste pour survivre dans une société qui vient de la catégoriser. Et dans cette école, c'est aussi le théâtre de deux amitiés fondamentales qui vont incarner des voies complètement différentes pour lui. D'un côté, il y a Redhead. Le garçon roux. Ouais, un garçon blanc, plus âgé, qui a des difficultés scolaires. Le narrateur l'aide secrètement, genre en lui soufflant les réponses pendant les concours d'orthographe, et en échange, Redhead devient son protecteur farouche dans la cour de récréation. Une alliance stratégique. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a Shiny. Un garçon noir, brillant dans tous les sens du terme, c'est le cerveau de la classe. Lors de la remise des diplômes, Shiny prononce un discours enflammé sur Toussaint Louverture, et le moment est tellement puissant que même les parents blancs dans l'assistance sont transportés. Du coup, Shiny incarne pour le narrateur une ambition claire, devenir un grand homme, un intellectuel qui fera honneur à sa communauté. Ces deux figures, Redhead et Shiny, elles agissent presque comme des boussoles morales et sociales. Shiny, il représente l'élévation par l'excellence au sein même de l'identité noire. Il défie ouvertement les préjugés. Mais bon, le parcours du narrateur va être brutalement dévié de cet idéal. Et pas qu'un peu. La tragédie frappe, sa mère meurt après une longue maladie, il se retrouve complètement seul. Avec le petit héritage qu'on lui laisse, il décide de partir pour l'université d'Atlanta. Et là, retour à la réalité. Fracas total contre le réel. Il arrive à Atlanta, il découvre une ville boueuse, âpre, et surtout, il subit une catastrophe immédiate. Dans une pension un peu douteuse, fréquentée pour des porteurs de wagons pullman, on lui vole la totalité de ses économies. Tout son argent. 400 $. Évanoui, seul, terrifié, sans un sou. Un jeune portier compatissant l'aide à fuir vers Jacksonville. Et la méthode de fuite, c'est hallucinant. Il se cache dans un panier à linge sale du train. 12 heures d'agonie, enfermé dans cet espace clos, ballotté par les secousses, à suffoquer à cause de l'odeur des serviettes humides. C'est vraiment une descente aux enfers physiques. Ça marque la perte définitive de ses privilèges d'enfance. Mais cette chute, c'est aussi le prélude à une renaissance assez fascinante. À Jacksonville, en Floride, il découvre une communauté florissante, un mélange culturel riche entre afro-américains et cubains. C'est là qu'il entre dans la fabrique de cigares, non ? Oui, il trouve un emploi comme stripper, donc celui qui effeuille le tabac, et ce passage est capital parce qu'il montre l'adaptabilité intellectuelle du gars. Il décide d'apprendre l'espagnol et il le fait avec une méthode redoutable. Ah oui, les 300 mots. Voilà. Il mémorise 300 mots essentiels, vraiment les outils de base, et il se force à converser avec les ouvriers cubains. Et cette agilité mentale, elle porte vite ses fruits. Il grimpe les échelons et il devient le lecteur de la fabrique. C'est un rôle social incroyable. Il est assis au centre de la pièce. Et pendant que les autres roulent les cigares, il lit à voix haute. Des romans, des journaux. Il gagne très bien sa vie et surtout, il observe. C'est d'ailleurs l'un des passages analytiques les plus riches du livre. Ouais, l'analyse des 3 classes de la population noire dans le Sud. C'est ça. Il catégorise cette population et observe comment la société blanche réagit face à chacune d'elles. La première classe, c'est celle des travailleurs désespérés, souvent exploités dans des conditions proches de l'esclavage, genre dans les camps forestiers. Cette classe nourrit une haine farouche envers les Blancs. Et la deuxième ? Ce sont les domestiques. Ils travaillent dans l'intimité des familles blanches et tissent des liens d'affection très complexes, presque paternalistes. D'accord. Et la troisième classe, celle qui cristallise toutes les tensions, c'est la classe éduquée. Précisément. Les artisans indépendants, les médecins, les enseignants. Et l'observation terrifiante qu'il fait, c'est que le Sud blanc tolère, voire comprend, les 2 premières classes, parce qu'elles maintiennent la hiérarchie raciale. Bien sûr. Mais cette troisième classe éduquée, elle est totalement isolée et violemment rejetée. Les Blancs les accusent de prendre des grands airs. Le paradoxe, c'est que plus les individus de couleur réussissent financièrement et intellectuellement, plus l'hostilité de la société blanche grandit. Le succès devient une menace. C'est terrible. Et cette dynamique, elle va prendre une toute autre dimension quand la fabrique ferme et qu'il part pour New York. Le grand saut. Le choc total. Il est aspiré par l'énergie frénétique de la ville. Il plonge dans le monde des paris clandestins. Il entre dans un club, observe le jeu de dés, le fameux craps, et il se laisse emporter. En quelques minutes, il gagne plus de 200 $. C'est un environnement de contraste extrême.
Le narrateur note un détail tragicomique saisissant. Les joueurs ruinés, qui ont misé jusqu'à leurs propres vêtements, ils errent dans les couloirs vêtus de simples cache-poussières en lin prêtés par le club. Comme des âmes en peine qui attendent que la chance tourne. C'est fou. Mais au-delà du vice, New York va lui offrir une révélation musicale. Ça se passe dans l'arrière-salle d'un restaurant de Chop Suey, qu'on appelle simplement le club. Là, il entend un pianiste autodidacte jouer une musique inédite, brute. Le ragtime. Ouais, le ragtime. Des harmonies barbares, des rythmes asymétriques, des accents à contretemps. L'impact sur la foule est électrique. Et c'est là que son bagage classique intervient. Il ne reste pas spectateur. Il s'approprie cet art. On le surnomme le professeur. Le moment symbolique, c'est quand il prend la marche nuptiale de Mendelssohn et qu'il la transforme en un ragtime frénétique avec des octaves fulgurantes à la main gauche. Un pont entre la tradition classique européenne et le génie rythmique afro-américain. Et ça attire l'attention d'un millionnaire blanc. Un mec profondément blasé qui cherche juste des nouvelles distractions. Ce mécène langage est le paix des fortunes juste pour jouer du ragtime dans des fêtes privées décadentes. Ce millionnaire, c'est vraiment la personnification de la marchandisation de l'art noir. Il achète la culture et le talent d'un homme noir pour se divertir, tout en restant bien à l'abri dans ses privilèges. Il consomme le génie afro-américain sans jamais porter le fardeau de la condition afro-américaine. C'est d'un cynisme glaçant. Un cynisme qui va se fracasser lors d'une nuit d'horreur pure au fameux club. Le narrateur est là, il boit du champagne avec une femme blanche, mondaine, la riche veuve. Cette femme, elle l'utilise délibérément pour rendre jaloux son propre compagnon, qui est un homme noir. Le piège parfait. Et la situation dégénère. Le compagnon entre, voit la scène, dégaine un revolver et tire à bout portant, direct dans la gorge de la femme. La description dans le texte est d'une crudité. Un jet de sang jaillit. Ça marque l'esprit du narrateur à jamais. Pris d'une panique animale, persuadé qu'il va être arrêté, il s'enfuit. Et le lendemain, il accepte la proposition de son mécène de fuir pour l'Europe. Voilà, l'Europe. Ce départ précipité, ça agit comme un révélateur. Loin des lois ségrégationnistes américaines, il observe les différences culturelles. Il décrit Paris comme une ville ouverte, gaie, sans l'hypocrisie qu'il ressent à Londres. Ouais, Londres, il trouve ça d'une morosité étouffante. L'Europe lui offre une liberté inédite. Mais c'est aussi là-bas que son passé l'attend. C'est la scène la plus déchirante du livre, je trouve. Il est à Paris, à l'Opéra, pour voir Faust. À côté de lui s'assoit une jeune fille d'une beauté saisissante. Pendant l'entracte, il regarde l'homme qui l'accompagne, et là, choc sismique. C'est son père. C'est son père, l'homme grand, élégant, avec la pièce d'or des années auparavant. En une fraction de seconde, il comprend que la jeune fille assise à quelques centimètres de lui, c'est sa propre demi-sœur. La matérialisation cruelle de la ligne de couleur. La proximité physique est totale, mais la distance sociale est un gouffre infranchissable. La tragédie, c'est son silence forcé. Il a cette envie viscérale de se lever, d'interrompre l'opéra, de crier la vérité. Mais les structures de la société l'enferment dans le mutisme. Il s'échappe du théâtre, complètement angoissé. Mais bon, malgré cette meurtrissure, l'Europe va lui offrir une dernière illumination, à Berlin cette fois. Oui, la scène avec le musicien allemand. C'est ça. Lors d'une soirée, un musicien allemand s'assoit au piano après lui, il reprend un motif de ragtime que le narrateur venait d'improviser, et il le développe pour en faire une majestueuse composition classique. C'est le catalyseur du livre. En voyant ce musicien européen traiter le ragtime avec le sérieux réservé à la grande musique classique, le narrateur réalise l'immense valeur de son propre héritage. Il comprend que les mélodies des esclaves sont le terreau d'une vraie musique classique américaine. Il décide de rentrer dans le Sud pour collecter les spirituals et les élever au rang de chefs-d'œuvre. Et ce voyage de retour vers le Sud, ça le plonge direct dans le climat idéologique étouffant des États-Unis. Ah, le débat dans le train. Voilà. Dans le fumoir du train, il devient le témoin d'un débat politique enflammé. C'est fascinant parce que l'auteur nous présente les arguments de manière hyper neutre. D'un côté, on a un planteur texan qui défend une suprématie anglo-saxonne brute, assumée. Il parle de lois naturelles implacables. Et de l'autre côté, on a un vieux soldat de l'Union qui déconstruit ça. Il liste les fondations des civilisations, les mathématiques, l'astronomie, qui ont été posées par des peuples non blancs. Et le narrateur écoute ça en silence, mesurant à quel point le terrain de sa mission artistique est miné. Mais une fois dans les zones ruraux, il trouve la beauté qu'il cherchait. Il s'immerge dans les big meetings, ces rassemblements religieux ruraux. Et là, c'est la puissance pure des spirituals. Ouais, il rencontre des figures incroyables. John Brown,
un prêcheur avec un magnétisme théâtral. Il lance des phrases du genre « Jeune homme, ton bras est trop court pour boxer avec Dieu ». Quelle image! Et à côté, il y a la musique, incarnée par Singing Johnson, un homme borgne, sans formation musicale, mais avec un génie intuitif. Il dirige des centaines de personnes dans des harmonies complexes à 3 voix. Le narrateur est fasciné, il remplit ses carnets. Et puis, le cauchemar absolu. Une nuit, il est réveillé par des bruits de chevaux. Il suit une foule armée jusqu'à une gare isolée. Et là, il assiste à un lynchage. C'est la scène la plus difficile. L'auteur nous force à regarder. Un homme noir attaché à un poteau. La foule prépare un bûcher dans un silence glaçant. Le texte décrit l'odeur effroyable de la chair calcinée, le bruit des os qui se consument. C'est insoutenable. Et le narrateur reste pétrifié. Mais l'analyse psychologique de l'auteur ici est cruciale. Face à cette barbarie, ce que le narrateur ressent, ce n'est pas d'abord la terreur pour sa propre vie, c'est une honte monumentale. La honte. Pas la peur. La peur est là, bien sûr, mais la honte le brise. La honte insupportable d'être identifié à un groupe humain qui peut être traqué et brûlé vif comme du bétail. Et la honte viscérale envers l'Amérique, un pays qui se dit le phare de la démocratie, mais qui participe à cette sauvagerie. C'est ça qui détruit ses idéaux. Exactement. Il prend une décision froide, irrévocable. Il choisit de ne plus jamais revendiquer son appartenance à la race noire. Il ne va pas crier sur les toits qu'il est blanc, mais il laissera le monde tirer ses propres conclusions. Il choisit de passer. Fini les carnets de musique. Fini les rêves de symphonie. Il retourne à New York, se lance dans la finance, l'immobilier, il s'enrichit méthodiquement. Son seul luxe, c'est de fumer des cigares Henri Mudd, très rares. Il devient un homme blanc ordinaire et prospère. Mais l'amour vient, tout chambouler. L'ultime épreuve, il tombe éperdument amoureux d'une femme à la peau très blanche, aux yeux bleus. Un amour sincère, mais qui le plonge dans un dilemme moral terrifiant. Doit-il lui avouer son secret ? Il dit qu'il préférait combattre un lion à main nue plutôt que de risquer de la perdre. Et le déclic vient d'une rencontre fortuite avec Shiny, son ami d'enfance, en pleine rue à New York. Shiny, qui est devenu un professeur respecté, le reconnaît, mais choisit élégamment de ne pas le démasquer. Cette loyauté lui donne du courage. Ouais. Un soir de pluie, il joue le 13e nocturne de Chopin au piano. Il déclare son amour à la jeune femme et il lui dévoile son secret. Et le choc est d'une violence inouïe pour elle. Elle s'effondre en larmes et fuit la ville. Le poids des conventions sociales de l'époque est immense. Mais bon, on a un rebondissement doux amer. Les mois passent et elle revient. Ils se marient, ont 2 enfants et connaissent un bonheur intense, bien que très court, puisqu'elle meurt prématurément. Et nous voilà au présent du narrateur. Il vit en homme blanc, riche, avec la hantise constante qu'on découvre son héritage. Ce récit nous confronte vraiment à la question des compromis que l'on fait pour réussir. Le livre se ferme sur une image poignante. Il regarde de vieux manuscrits musicaux jaunis, les fantômes de son talent sacrifié. Il se demande s'il n'a pas vendu son droit des naissances pour un plat de lentilles. Cortique comment les structures oppressives étouffent la vocation et la vérité intime. Et ça nous laisse sur une pensée provocante pour ceux qui nous écoutent. La tragédie de la discrimination, ce n'est pas seulement la violence physique, c'est l'effacement du génie humain. Absolument. Combien d'idées révolutionnaires, de symphonies, de chefs-d'œuvre avons-nous perdu parce que des sociétés ont forcé des individus brillants à utiliser toute leur énergie pour se cacher au lieu de créer? C'est le coût incalculable des préjugés. C'est une réflexion profonde pour clôturer cette analyse. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée dans l'autobiographie d'un ex-homme de couleur. À la prochaine pour une nouvelle exploration.